Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, nous allons parler de coaching narratif. Pour cela, j'ai invité le coach et superviseur Pierre Blansanoun, avec qui nous parlerons de 3 de ses livres. En premier lieu, L'art de coacher, puis l'ouvrage Manager tout un art, et enfin, le plus récent intitulé Comment rétrécir un dragon sans se brûler les sourcils, tous les 3 sortis chez Inter Éditions. Autant d'occasions de parler de sa pratique, mais également de ses convictions. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez un homme passionné qui a trouvé dans l'approche narrative l'alignement parfait de ses valeurs et de ses aspirations. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Pierre Blansanoun, bonjour. Bonjour. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Je voulais être bionicien. Bionicien, c'est un truc que j'avais lu quelque part. C'était une espèce de chirurgien qui construisait des robots et en même temps qui construisait des dispositifs pour augmenter l'être humain. C'était en 1967. Donc de la science-fiction, c'est ce qui t'attire. Ouais, exactement. C'est super bizarre, mais je me souviens très bien qu'à 7 ans, je voulais faire ça ou bien médecin. Et alors, quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? J'étais super rêveur, j'étais super créatif, je me racontais tout le temps des histoires. J'étais fils unique, donc je m'emmerdais beaucoup. Je me suis beaucoup réfugié dans l'imaginaire, dans la lecture. J'étais très créatif, j'écrivais des poèmes. Mon premier poème, j'ai écrit à 5 ans. J'étais très musicien aussi. Par contre, j'étais assez nul en gymnastique, tout ce qui était physique. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que j'avais un corps. Et puis, j'étais très sensible. Et alors, quelles études as-tu fait ? J'ai fait ce que voulaient papa et maman, c'est-à-dire une grande école. À la fin des années 70, j'étais guitariste, je jouais dans plusieurs groupes, j'écrivais des chansons. Et ça m'aurait bien plu d'être rockstar, je dois dire. Et mes parents voyaient pas ça d'un très bon œil et ils m'ont dit « Fais une grande école et on te foutra la paix, après tu feras ce que tu voudras ». Je suis rentré en prépa et au bout de 2 ans de prépa, j'ai intégré une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESSEC. J'ai passé 3 ans à faire la fête. J'ai fait l'ESSEC option rock'n'roll. Et quelle a été ta première partie de carrière du coup, Pierre ? Quand j'étais à l'ESSEC, il fallait faire un stage d'application. Moi, je faisais évidemment pas partie des gens sérieux qui faisaient de la finance, mais je faisais partie des gens moins sérieux qui faisaient du marketing. Donc, j'ai fait mon stage d'application dans une multinationale qui s'appelle Procter & Gamble et qui fabriquait à l'époque toute une gamme de savons, de lessive. J'ai beaucoup appris là-bas. C'était une rigueur quasi militaire. J'ai beaucoup appris sur les méthodes de travail, sur la rigueur, parce que je n'en avais pas tellement à l'époque. Et en même temps, je me suis dit que la grande entreprise, c'était pas pour moi. Je m'y sentais pas assez libre. En sortant de l'école, j'ai complètement tourné le dos à tout ce que j'avais appris, quasiment, et je me suis installé comme journaliste indépendant. En partant de l'idée que j'écrivais vite et pas mal. C'était une vie qui m'intéressait, la vie de journaliste. Donc, j'ai envoyé des CV aux journaux économiques, puisque j'avais quand même ce diplôme-là qui était pas mal. Je me suis fait jeter de partout. J'ai pris mon bâton de pèlerin, et puis je suis allé dans des publications plus petites en disant donnez-moi un article à écrire. Si c'est bien, vous le publiez, vous me payez. Si c'est pas bien, on reste amis. C'est comme ça que j'ai démarré comme pigiste. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences professionnelles ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du germe qui s'est déployé par la suite quand tu es devenu coach ? Ah oui, tout à fait. D'abord parce que c'est à travers cette expérience que j'ai rencontré le coaching. Ensuite parce que tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est basé sur les mêmes qualités du journaliste qui consistent à être très curieux, aborder un sujet qu'il connaît absolument pas en acceptant de rien y connaître, travailler vite, poser des questions naïves souvent et acquérir une compréhension rapide d'un sujet et être très mobile d'un sujet à l'autre. Donc c'est typiquement les qualités d'un thérapeute narratif déjà. Et puis de l'extériorité au sujet, c'est-à-dire un côté non expert. Alors ça, c'est assez limite en tant que journaliste, c'est que quand on connaît rien, on se fait un peu balader. Ce qui était mon cas. Et la limite du truc, c'est que je préférais faire des beaux articles que des bons articles. C'est-à-dire des trucs bien écrits, qui se lisent bien, plutôt que des choses très documentées. J'avais un rédacteur en chef à l'époque qui m'avait dit il faut pas écrire des articles sur des sujets importants, tout le monde s'en fout, mais il faut écrire des articles sur des sujets intéressants. On retrouve quand même un principe de base de la narration et du type qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire. Et alors justement, tu disais que tu as croisé le chemin du coaching par cette activité de journaliste. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ?
Ah bah oui, tout simplement en faisant un article sur un truc qui apparaissait en France à ce moment-là, dans les années 85 à peu près, et qui s'appelait l'outplacement, qui consistait à fournir à un cadre licencié un accompagnement pour retrouver un emploi. C'est-à-dire pour faire un bilan professionnel et pour retrouver un emploi. Et à l'époque, on avait même des petits bureaux qui étaient prêtés aux cadres en recherche d'emploi et on leur mettait un secrétariat pour que lorsqu'un employeur les appelait, qu'ils aient l'air d'être dans une structure professionnelle plutôt que d'être au chômage. Être au chômage, pour un cadre, c'était une honte sociale. Par ailleurs, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas Internet. Donc, ça a créé des conditions de recherche d'emploi complètement différentes. Et l'outplacement, qui venait des États-Unis, a apparu à cette époque-là en France. Out qui signifie hors de l'entreprise et placement qui signifie placement, sauf que on ne plaçait pas les gens, on les aidait à se placer eux-mêmes. Et donc, tu as fait un article sur cette approche-là, c'est ça? Oui, alors j'ai fait un reportage pour les Échos, pour cette discipline-là qui commençait à se développer. Alors, il faut dire que, par ailleurs, depuis peut-être un an ou deux, j'avais commencé une psychanalyse. Ça m'intéressait beaucoup. Je me rendais compte que la psychothérapie, la psychologie m'attirait énormément. Cette affaire d'outplacement où on va accompagner quelqu'un, l'écouter, l'aider à trouver sa voie et l'accompagner ensuite dans la recherche d'emploi concrètement. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette activité qui me semblait avoir plus de sens que mon activité de journaliste. Ça me semblait beaucoup plus intéressant dans la mesure où on sert à quelque chose, et ça c'est un de mes grands drivers, c'est d'être utile aux autres, de servir à quelque chose. Je me suis dit, j'aimerais bien travailler là-dedans, sauf que j'avais 28 ans, et à 28 ans, on fait pas du coaching. En général, on attend d'avoir plus de 40 ans. Donc, je me suis dit, ce que je sais faire, c'est écrire, donc je vais écrire un livre sur ce truc-là. Partant du principe que quand on connaît rien à un sujet, écrire un livre dessus, c'est une bonne façon d'y réfléchir et de le découvrir, et de rencontrer des personnes intéressantes qui vont vous en parler. Et en faisant ces interviews-là pour le livre, qui s'appelait Le guide des cabinets conseils en outplacement, j'ai rencontré tous les grands fondateurs de cabinets de l'époque, dont un certain Christian Garon, qui venait de créer quelques années auparavant son propre cabinet français. Christian avait un charisme extraordinaire. C'est un des grands mentors qui ont jalonné ma vie professionnelle. Au bout d'une heure de discussion, il m'a dit, tu vas arrêter d'écrire sur notre métier et tu vas venir le faire parce que tu es fait pour ça et que tu en crèves d'envie. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Garon Bonvalot et que j'ai complètement changé de métier du jour au lendemain à 28 ans. L'outplacement, c'est une sorte d'application numérique du coaching, de coaching spécialisé sur une situation générique qui est la situation de changement d'emploi ou la situation de licenciement et de reconversion professionnelle. Ça s'est mis à s'appeler du coaching à partir des années 90-92. Mais j'ai fait mes classes chez Garon, alors c'était pas facile du tout. Moi, je suis arrivé, j'étais journaliste, j'avais les cheveux aux épaules, des vieux blousons en cuir, ma carte de presse, et je me retrouvais dans le monde des consultants, qui étaient d'abord des gens beaucoup plus âgés que moi, qui parlaient pas pareil que moi. Du coup, tu as eu un apprentissage terrain, si je comprends bien. Et non seulement terrain, mais terrain rapide, puisque j'ai été du jour au lendemain projeté avec des candidats, c'est-à-dire à accompagner des personnes. Et au bout de 6 mois, il a fallu que je gagne ma croûte et que je vende des missions. Donc c'était pas du tout évident au début. Il y a pas mal de candidats, ça s'appelle des candidats, ces personnes qui sont en recherche d'emploi, qui me disaient mais pourquoi est-ce que j'écouterai vos conseils? Vous avez l'âge de mon fils. Je correspondais pas du tout à l'archétype rassurant de l'outplaceur, déjà avec une bonne expérience en entreprise, une expérience de dirigeant et qui allait pouvoir donner des conseils. Et je crois que la posture de non-expertise, ça a toujours été la mienne. Et est-ce que tu as fait une formation en complément de cet apprentissage terrain? Pas du tout. Le cabinet nous formait, c'est-à-dire qu'on avait un peu de shadowing avec des consultants plus expérimentés, mais on nous collait dans un bureau avec un candidat et roule ma poule. Il y avait un manuel assez détaillé et on suivait les étapes progressivement. J'avais pas vraiment de formation. À l'époque, il n'y avait pas d'école de coaching, hein. C'était vraiment quelque chose qui s'apprenait sur le tas et qui était très anecdotique. Il y en avait très peu en France. À la même époque, un bon copain qui était un grand monsieur de la chasse de tête qui s'appelait Daniel Jouve, qui m'avait dit, mais si tu vas faire de l'outplacement, tu seras toute ta vie une nounou pour les losers. Bon, c'est pas très sympa, hein. D'abord parce que les losers, ça n'existe pas. Je l'ai appris par la suite. Il y a que des personnes qui sont congruentes ou pas avec un certain contexte.
Et puis, un coach, c'est tout sauf une nounou, quoi. Pour dire que ce métier-là, il était en train de s'inventer à cette époque-là. J'ai souvent été dans des métiers qui étaient en train de s'inventer. Ensuite, j'ai participé à l'invention du coaching en France. Et ensuite, j'ai participé à l'invention de la thérapie narrative en langue française. Donc, il faut croire que j'ai une certaine appétence pour les trucs bizarres qui n'existent pas encore. Après dans l'outplacement, quelle a été la suite de ta carrière? Pendant 2 ans, j'ai été à Paris dans un bureau qui s'appelait Garon et Bonvalot dirigeants, qui s'occupait uniquement de directeurs généraux, CEO ou cadres d'état-major, des gens de comité de direction. Et j'ai fait mes classes là-bas. J'intervenais beaucoup sur la communication des candidats dans la mesure où j'avais fait beaucoup de marketing quand même. J'avais fait des passages dans les agences de pub. Et puis, mon expérience de journalisme me servait pas mal pour la communication écrite. Et je m'occupais de la communication du cabinet en plus. Ensuite, au bout de 2 ans, Christian Garon m'a dit, mais t'es bordelais, toi, Pierre? Je dis, oui, je suis de Bordeaux. Il m'a dit, écoute, tu es affecté à notre agence de Bordeaux. Alors, je lui ai dit, mais Christian, nous n'avons pas d'agence à Bordeaux. Alors, il m'a serré la main, il m'a dit, si, maintenant on en a une. Et donc, je suis parti créer le bureau de Bordeaux. Ensuite, comme ça marchait bien, j'ai été nommé directeur régional avec le bureau de Toulouse. Et ça, c'est une erreur. Un Bordelais ne peut pas diriger un truc à Toulouse. Ça, je m'en rendais pas compte à l'époque. Cette expérience de direction régionale a pas trop bien marché. Et ensuite, je suis revenu à Paris et Christian a vendu le cabinet à un groupe anglais. Et puis, malheureusement, Christian, il est décédé assez jeune. Ça a été un choc quand même. J'ai quitté le cabinet et c'est à ce moment-là que je suis devenu coach. Je me suis fait imprimer 100 cartes de visite chez Vistaprint où il y avait marqué Pierre Blansanoun, coach de dirigeant. C'était parti, j'étais coach. J'ai fait aucune école. Alors, j'avais fait ma psychanalyse. J'avais quand même pas mal lu, j'avais de bonnes notions de psycho, une bonne écoute, toujours les qualités du journaliste, de curiosité, de vivacité, de piger vite. J'ai commencé comme ça à faire des petites missions d'indépendants sur des accompagnements de recherche d'emploi. Et puis, ce qui s'était développé aussi, c'était les bilans de compétences. C'est-à-dire la première partie de l'outplacement, le moment où on va accompagner la personne dans l'exploration de ses compétences, de ses goûts, de ses ambitions, pour qu'il puisse choisir un projet professionnel. Voilà, donc je me suis mis là-dedans. Alors, je suis pas un super bon commercial, mais j'aimais beaucoup ce métier, j'en parlais bien, j'écrivais des livres là-dessus. Je me suis associé avec d'autres gens et j'ai travaillé dans différents cabinets de coaching ou d'accompagnement. J'en ai monté, j'en ai vendu, j'en ai planté, enfin voilà. Une vie de consultant indépendant, tout cabossé, tout couturé de cicatrices. C'est comme ça que je suis devenu un vieux guerrier. Est-ce qu'on pourrait dire que l'écriture de livres, c'était un moyen pour toi de faire du commercial, en tout cas de faire du marketing et de prendre de la hauteur sur ta pratique et peut-être aussi de rencontrer des clients qui t'auraient lu et apprécié le contenu de tes livres? Alors oui et non. L'écriture de livres, c'était un moyen de continuer à écrire. J'aime écrire, j'ai besoin d'écrire, comme de respirer. Ça répondait à cette espèce de compulsion à écrire des livres. Il y a des effets secondaires quand on écrit des livres professionnels comme ça. Au niveau du marketing, c'est un effet de notoriété d'abord, mais on n'écrit pas pour ça. Je vois beaucoup de consultants qui écrivent un livre avec leur méthode pour pouvoir l'envoyer à leurs clients, faire des conférences, des webinaires. Ça fait pas des grands livres. Ce qui fait les bons livres, en tout cas, c'est d'avoir vraiment quelque chose à dire. C'est-à-dire, j'écrivais pas que des livres, j'écrivais aussi des chroniques dans différents journaux. J'ai écrit dans Rebondir, qui était un journal consacré à la transition professionnelle. Ensuite, j'ai écrit dans Le Figaro Économie pendant longtemps des chroniques qui s'appelaient L'œil du coach. La dernière que j'ai faite, c'était dans le mensuel Management. Ça s'appelait Conseil d'un vieux guerrier. Tout ça, ça donnait naissance à des livres. Ça m'a jamais amené tellement de clients d'écrire des livres. Cela dit, quand on publie des livres, ça permet quand même de revendiquer un champ de compétences ou un champ d'intervention. Et les clients que ça amène, ils sont un peu bizarres. Les gens qui arrivent à partir des chroniques ou des articles ou des livres ont une image complètement faussée de qui tu es. Il y a une attente disproportionnée par rapport à l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis d'un travail de coaching, quel qu'il soit. Par contre, le fait d'écrire des livres, ça fait plaisir aux clients installés. C'est-à-dire que les clients qui sont déjà mes clients se disaient « Ah, c'est chouette, mon coach a encore écrit un bouquin ». C'était de la réassurance pour eux. Mais on peut pas axer un marketing là-dessus. Le cœur du marketing pour un coach, c'est de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir les gens. C'est la seule façon. C'est pas les sites internet, les webinaires, les trucs comme ça.
Pour trouver des missions, il faut se bouger et sortir de chez soi et aller voir les gens et aller leur parler. C'est pour ça que les coachs pourront jamais être remplacés par des IA. Par rapport à la supervision, comment tu en es arrivé à superviser d'autres coachs? C'est marrant que je sois arrivé à superviser des coachs alors que je n'ai jamais fait de formation de coach, à part mes 100 cartes de visite Vistaprint. Au fil du temps, j'ai fait pas mal de formations sur des nouveaux outils, la process communication, et puis je me suis formé au dialogue intérieur. Assez rapidement, dans les années 2004-2005, je me suis mis à enseigner le coaching à l'université de Paris 8, dans le cadre du premier DU de coaching qui avait été lancé par Pierre Angel à Paris 8. C'était très intéressant d'enseigner le coaching. Chaque enseignant avait un groupe de stagiaires qui supervisaient pour faire des exercices. J'ai fait ça avec beaucoup de bonheur. C'est comme ça que j'ai commencé à former des coachs et ensuite, tout naturellement, à accompagner leurs premiers pas dans le métier. Et c'est la forme de supervision, en tout cas, que j'ai commencé à pratiquer. Qui était toujours une supervision non experte. Moi, je crois que j'ai jamais rien fait comme expert. Sans cette posture de non-expertise, parce que je trouve que c'est à la fois de l'humilité, puis c'est un endroit un peu singulier où on peut avoir plus facilement peut-être un regard méta. Oui, et je pense que la posture vient du mental. C'est-à-dire que je suis câblé comme ça. Il y a beaucoup de coachs experts qui sont plus proches du consultant que du coach. Mais effectivement, la posture du coach ravi de la crèche, c'est quelque chose qui me va bien et que j'ai vraiment retrouvé très fortement dans l'approche narrative. C'est une des choses qui ont fait que je me suis senti si à l'aise dans l'approche narrative. La base de la posture narrative, c'est d'être absolument expert de rien. Et alors justement, comment tu as rencontré l'approche narrative dans ton parcours? C'était en 2004. J'avais 3 activités à l'époque, donc j'étais coach et formateur de coach. Par ailleurs, j'étais écrivain. Et puis, j'avais une 3e activité qui était mon activité d'auteur-compositeur et de musicien. Et j'ai un copain coach qui me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'approche narrative? Donc je lui dis non, j'en ai jamais entendu parler. Il me dit, bah écoute, toi qui as 3 métiers, ça serait peut-être une façon d'en avoir un seul, de réunir ces 3 métiers dans une seule activité. Et c'est comme ça que je me suis inscrit, sans avoir jamais rien lu, à un séminaire d'approche narrative qui était donné à Paris l'été 2005 par 2 collaboratrices de Michael White, fondateur de l'approche. Et j'ai plus jamais quitté cette approche. Et que j'ai vraiment beaucoup contribué à la développer en langue française et à l'amener dans le monde du coaching en entreprise. J'ai créé une école, j'ai créé un cabinet, j'ai cofondé une fédération francophone avec des collègues de tous les pays francophones. J'ai beaucoup traduit de livres et d'articles, j'ai beaucoup écrit de livres et d'articles. En quoi, en fait, l'approche narrative t'a séduit? Comment tu expliquerais cet engouement? Ben, ça correspondait à tout. D'abord, ça correspondait bien à mon mode de fonctionnement non expert, journaliste d'investigation de la vie de l'autre. Ça correspondait aussi beaucoup à mon goût pour le langage, pour le texte, parce que la métaphore de l'approche narrative, c'est que notre vie fonctionne comme un texte et que nous sommes des espèces de romans vivants et que l'analyse du roman, c'est ça la forme de thérapie qui est pratiquée par l'approche narrative. Il y avait aussi, à la base de l'approche narrative, un projet de justice sociale très important qui dit que la maladie mentale est construite socialement et qu'il n'y a pas de guérison sans justice sociale. Ça, c'est très important de savoir que cette approche a été mise au point non pas par des psys, mais par des travailleurs sociaux qui intervenaient auprès de groupes en difficulté d'origine aborigène en Australie après 2 siècles de génocide. Tout ça me ravissait totalement et me ravit toujours d'ailleurs aujourd'hui. Quel regard tu portes en fait sur les différentes étapes, les différents chemins, les détours qui t'ont permis de tracer ton chemin? Je pense que j'ai toujours choisi de m'amuser et que c'est un besoin que j'ai eu toujours de faire des choses intéressantes, drôles. Sinon, je serais riche. Il y a aussi cette idée d'être au service de l'autre, de l'accompagner dans la recherche de ses propres solutions. Voilà un peu le bilan que je fais et ça a bien marché. J'ai jamais été riche, mais j'ai jamais été à la rue non plus. L'univers a toujours été indulgent à mon égard et m'a envoyé de quoi gagner ma vie avec ma tête. Parmi les boussoles, j'entends Voilà. l'envie de s'amuser, l'envie aussi d'être congruent, de faire des choses qui font du sens et qui correspondent à tes valeurs, et, Tout euh, à et, fait. et d'être en lien. Ouais. Et d'éviter le pouvoir aussi. J'ai toujours évité, comme la peste, tous les postes de pouvoir. Je pense que le pouvoir est une drogue dure
et que c'est une drogue qui dissout l'identité, qui ronge l'identité comme un acide. J'ai pu en étudier d'assez près les effets sur mes clients. Et donc, je me suis toujours tenu à l'écart de toutes les présidences et compagnie. Alors je te propose maintenant de faire une pause musicale en écoutant un extrait de ce que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Alors il s'agit de la chanson Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, parue en 1977 dans l'album Comment je m'appelle. Pourquoi ce choix ? D'abord, c'est une chanson magnifique. Moi, je me reconnais beaucoup dans cette chanson. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à une masterclass pendant une semaine dans la Drôme, donnée par Anne Sylvestre. Tous les étés, elle prenait pendant 8 jours une dizaine de jeunes auteurs-compositeurs pour les aider à travailler sur leurs chansons. J'ai eu la chance de côtoyer Anne Sylvestre 1 an avant sa mort à peu près, et c'était merveilleux. Alors qu'est-ce que tu retiens de cette masterclass que tu as eu la chance donc de faire avec Anne Sylvestre quelques années après ? J'en retiens la rigueur et l'exigence parce que c'était quelqu'un de très exigeant. Elle aimait pas les chevilles. Les chevilles, c'est ces espèces de petits mots un peu faciles qu'on va mettre dans un poème ou dans des paroles pour que ça tombe droit. Quand il manque 1 ou 2 pieds dans un vers, on va mettre et puis. Et donc, à chaque fois, elle débusquait ces trucs-là. Elle disait, au lieu de ces trucs-là qui servent à rien, tu peux dire quelque chose. Donc il y avait cette exigence, il y avait son extrême sensibilité et puis son humour, qui avait un vrai talent. Elle a écrit plus de 200 chansons. Les gens qui doutent est dédié aux discrets, aux laissés pour compte, aux oubliés de la grande et de la petite histoire, à ceux qui rasent les murs, explique Anne Sylvestre dans une interview, je crois que c'était au Nouvel Observateur en 2013. Et c'est vrai que dans cette chanson, elle semble envoyer valser ceux qui sont dans la certitude absolue et tout ce monde qui prône la performance. Ça te parle, ça ? Ouais, c'est dangereux, les certitudes. C'est comme ça qu'on commence les guerres. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce que dit aussi l'approche narrative. Il y a toujours plusieurs versions d'une histoire. Le doute est indispensable pour vivre en paix avec soi-même et pour vivre en paix avec les autres. L'espace du doute, c'est un espace de rencontre avec l'autre. Est-ce que pour toi, on peut dire que le fait de douter de soi, c'est plutôt une qualité chez un coach ? Complètement, oui. Les coachs qui doutent pas d'eux-mêmes, c'est des grenades dégoupillées, tu comprends ? Ça n'empêche pas d'avoir le bon geste et de la main exercée dans le geste de coaching. Mais se demander si on fait assez bien, si on est suffisamment éthique dans la démarche, déconstruire en permanence la demande du donneur d'ordre par rapport au client, c'est indispensable. Sinon on se retrouve très rapidement à être un agent de normalisation du pouvoir moderne. Qui ont fait ce qu'elles ont pu. Je te propose de passer à la suite de notre entretien. L'idée, c'est de parler de 3 de tes livres et on va commencer par le premier qui s'appelle L'art de coacher, méthode, cas pratique et outils, sorti chez Interédition en 2020 pour sa 4e édition. Qu'est-ce qui est spécifique au métier de coach ? D'abord, j'aimerais faire un petit retour sur la jeunesse de ce livre. En 98-99, j'étais un coach assez à l'aise dans mon métier. Je travaillais pas mal à Paris avec des particuliers, des entreprises, et j'ai un de mes clients qui s'est suicidé. Alors que la mission était super bien réussie. C'était un homme jeune qui était en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans et qui, grâce au travail qu'on a fait ensemble, s'est retrouvé avec 2 belles propositions d'emploi. Alors que au départ, il était au chômage depuis assez longtemps. C'était en 99 et quand je suis parti pour le réveillon de l'an 2000, que je passais en Martinique, il avait juste à choisir entre ces 2 propositions.
Et nuit de l'an 2000, il s'est pendu. Donc ça a été un énorme choc parce que la mission a été réussie, tu vois, par rapport à l'objectif qui consistait à retrouver du travail. Et pourtant, il s'était suicidé. Et j'ai eu ses parents au téléphone, qui sanglotaient, et qui disaient « Mais expliquez-nous ce qui s'est passé ». Il était tellement heureux d'avoir retrouvé du travail. Et j'étais évidemment incapable d'expliquer ce qui s'était passé, incapable de le comprendre. Ça m'a hyper déstabilisé. Comme à chaque fois que je suis déstabilisé, j'ai besoin d'écrire pour réfléchir. J'ai donc écrit cette histoire. Et d'ailleurs, c'est le premier chapitre du livre, hein. Exactement. Et c'est un premier chapitre que j'ai écrit pour moi, au départ, pour avoir un espace de réflexion sur ce qui s'était passé, savoir si j'allais continuer à faire du coaching. Ça m'a amené à réfléchir au métier de coach. Et donc, j'ai continué ensuite à écrire sous forme de questions-réponses. Au final, ça a donné un livre très simple qui s'appelait L'art de coacher, qui a bien marché, même si au départ, il n'était pas du tout narratif, hein. C'était avant que je rencontre l'approche narrative, mais c'est un livre qui était très simple. Cette histoire de Patrick m'a été reprochée des milliards de fois, ça m'a un petit peu fâché avec le milieu des coachs, parce que, bah, oh là là, tu racontes le suicide d'un client, mais c'est pas bon pour les affaires. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. Moi, en le lisant, j'ai trouvé ça très intense, évidemment, hein. Et puis surtout, j'ai trouvé que c'était aussi une mise à nu de tout ce qui nous dépasse en tant que professionnel d'accompagnement. Ça montre l'humilité, le désarroi que peut traverser aussi l'accompagnateur, hein. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de faire le deuil de l'illusion du contrôle, de comprendre assez profondément que on ne contrôle rien. Donc on a finalement assez peu de pouvoir dans le fait d'aider les gens. On aide les autres par endroits. Autant ça m'a été reproché par les gens de la profession, autant ça a été inspirant pour des personnes qui se destinaient à devenir coach, de trouver un manuel écrit simplement, avec des exemples concrets, avec beaucoup de transparence. Je donnais même des modèles de contrat à la fin, mes modèles de facture pour des jeunes coachs qui souhaitaient s'installer. Il est orienté terrain avec des exemples simples à comprendre, je le trouve particulièrement accessible. Il y a eu 4 éditions. J'aurais jamais cru, c'est mon best-seller, l'art de coacher. On a Donc vendu là, combien, si c'est pas indiscret, au total? j'ai dû en vendre 10 000 au total, quelque chose comme ça, ce qui pour la catégorie est énorme, évidemment. Il faut savoir que les premiers tirages des livres professionnels, c'est entre 1000 et 2000 exemplaires. Et il y a eu 4 éditions différentes, donc il va y en avoir une 5e. Sachant que au moment de la 4e édition, j'étais vraiment immergé dans les idées narratives et que lorsque je relisais l'art de coacher, ça me faisait mal un peu. C'était très dissonant par rapport à ma pratique de maintenant. Donc, tu as Donc réharmonisé en rajoutant des exemples et des réflexions issues de ta pratique narrative, c'est ça? voilà, complètement. Donc l'art de coacher est devenu beaucoup plus narratif, sachant que au départ, mon référentiel théorique, c'était quand même beaucoup la psychanalyse et les thérapies cognitives et comportementales. Que à l'arrivée, mon référentiel théorique, c'est l'approche narrative, et que entre les deux, il y a plus qu'un grand écart. Il y a de quoi se péter les adducteurs, tu vois. Oui. Tellement c'est parfois incompatible. Qu'est-ce qui est spécifique au métier de coach ou à la pratique du coaching narratif, si on est un peu plus focus? Ce qui est spécifique au métier de coach, je crois que c'est d'avoir réglé sa relation avec le pouvoir pour éviter d'exercer le pouvoir aux dépens de son client. Donc ça veut dire qu'un coach, il doit avoir fait un vrai travail personnel de thérapie. C'est 2 ans, 3 ans, vraiment où il est allé regarder dans les coins pour comprendre comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça. Voilà, après, un bon coach, il doit être curieux, il doit être tenace, il doit être sympathique, il doit avoir le sens de l'humour pour dire les choses de façon légère plutôt que de dramatiser. Il doit avoir une bonne culture générale, et il doit être agile mentalement et il doit avoir envie d'être coach. Et c'est le plus important. Et souvent, on est coach depuis l'âge de 3 ans ou de 4 ans. C'est-à-dire que c'est une façon d'être aussi, le coaching. Leurs copains ou leurs copines, quand ils ont besoin d'un conseil ou quand ils ont un secret à confier, ils vont les voir. Voilà, c'est la vibration du coach. Même à 4 ans, ça marche. Il y a des gens, quand ils rentrent dans un taxi, au bout de 10 minutes, le chauffeur est en train de leur raconter tous ses problèmes de vie, y compris personnels et intimes. Et ça, c'est la vibration du coach aussi. Et ça fait des coachs nés. Moi, j'ai été coach à 5 ans, hein.
J'ai commencé le métier à 5 ans parce que j'étais un enfant battu. J'ai appris à observer, à ressentir, à utiliser mon intuition pour éviter les baffes, tout simplement. Ça fait grandir dans la pratique de l'observation des autres. Alice Miller qui a écrit un livre qui s'appelle Le drame de l'enfant doué. Elle parle des HPI, qui sont un peu les parents de leurs parents ou de leurs grands frères. 20 ans après, elle a écrit L'avenir du drame de l'enfant doué. Et ce que deviennent ces enfants doués, c'est souvent des accompagnants. On retrouve souvent des traits communs chez les coachs ou chez les thérapeutes, et notamment des histoires personnelles très douloureuses. Qu'est-ce qui caractérise le coach narratif? Le coach narratif, c'est un coach comme les autres, qui utilise un référentiel de pensée, qui est la façon narrative de voir le monde, c'est-à-dire une métaphore du monde en tant que texte, qui arrive à considérer qu'il n'y a que des histoires, c'est-à-dire que nous sommes comme des récepteurs de radio qui sont réglés sur certaines fréquences et qui reçoivent certaines histoires. Certaines de ces histoires, elles nous font du bien, elles nous aident à vivre, elles nous aident à grandir, elles nous aident à aimer. Et certaines de ces histoires, au contraire, nous amoindrissent, nous dégradent. Le coach narratif, il va aider les personnes à passer d'une histoire dégradante à une histoire regradante, sachant que tous les humains sont multi-histoires. C'est-à-dire que même si, à un moment donné, une personne peut être bloquée sur une seule fréquence et enfermée dans une seule histoire, il a le loisir en permanence de découvrir qu'il y en a d'autres des histoires, mais que les autres ont été un peu enterrés, reniés, rendus invisibles par la principale histoire qui l'embête et qu'on appelle l'histoire dominante. Alors ça peut être une histoire d'alcoolisme, ça peut être une histoire de chômage, ça peut être une histoire de handicap, ça peut être plein de choses qui sont des définitions sociales dégradantes. Qu'est-ce qui caractérise le coach narratif par rapport au coach normal? C'est d'une part l'ignorance, revendiquée et acceptée, d'autre part l'amour du texte. Souvent les coachs narratifs, c'est des littéraires qui sont très à l'aise dans les mots et dans les textes. Et puis c'est aussi l'esprit d'aventure, c'est-à-dire la passion de découvrir constamment des nouvelles choses. Voilà ce qui pourrait caractériser les coachs narratifs. Et alors, qu'est-ce que permet l'approche narrative et pour quel type d'objectif est-elle utile ou possible? L'approche narrative permet de travailler sur l'identité des personnes et des groupes ou des communautés, en détricotant des identités dominantes qui sont problématiques et qui définissent les personnes ou les groupes comme des problèmes, et en leur faisant réaliser que les problèmes ne sont pas les personnes, mais que les personnes sont en relation avec les problèmes. Et ensuite, de repérer d'autres expériences dans la vaste variété d'histoires qui constituent leur expérience de vie, et que ces autres expériences définissent des histoires différentes qui elles-mêmes partent d'une identité différente. Partant de l'idée que les gens sont multi-histoires, les gens sont également multi-identités. Certaines identités sont subies et sont très douloureuses, comme chômeur senior de longue durée, pour parler d'une population que je connais bien, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Où cette identité-là, qui est une identité sociale, va remplacer peu à peu toute la richesse de l'identité préférée de l'individu, qui peut être un papa, une maman, un menuisier amateur, enfin tout ce qui peut définir quelqu'un en dehors de son assignation sociale. Donc le travail narratif, ça consiste à souffler sur les braises de cette identité préférée, où la personne se reconnaît réellement, où elle se reconnecte réellement à elle-même, et de rallumer la flamme de cette identité préférée pour en même temps faire rétrécir l'histoire dominante qui définit une identité de problème. Est-ce que c'est plus adapté à un coaching individuel ou ça peut également être utilisé en coaching collectif? C'est adapté aux deux, sachant que l'approche narrative vient du collectif, puisqu'au départ, ce sont des travailleurs sociaux qui l'ont mise au point. Lorsqu'il s'est agi de produire des modèles ou des techniques de psychothérapie en Australie pour réparer les dégâts commis par la colonisation et par le génocide du peuple aborigène, les travailleurs sociaux se sont tournés vers la Californie, vers Palo Alto. Et à Palo Alto, il y avait une approche qui avait le vent en poupe, qui était l'approche systémique, qui ne s'intéressait pas à l'individu, mais aux systèmes familiaux, aux systèmes d'entreprise, aux systèmes d'équipe, aux systèmes sociaux, et qui se focalisait non pas sur les individus, mais sur le type de relation que les différents éléments d'un système mettent en place. C'est de là que vient l'approche narrative.
Et elle est également inspirée par l'hypnose ericksonienne. Et quelqu'un comme David Epstein, c'est non seulement le cofondateur de l'approche narrative avec Michael White, mais contrairement à Michael White qui est mort le pauvre en 2008, David Epstein est toujours vivant, même s'il est âgé maintenant. Et surtout, c'est un de mes mentors dans l'approche narrative et un très grand ami. Le fait social, il est premier dans l'approche narrative. C'est des thérapeutes sociaux, des thérapeutes familiaux qui ont pratiqué ça en premier et ensuite, ils l'ont appliqué sans problème à la thérapie individuelle. Mais le fait que cette approche ait été développée d'abord pour des collectifs, évidemment, ça en fait l'outil idéal pour travailler en entreprise, dans les organisations, avec des équipes ou avec des communautés de travail. Et alors, l'idée de l'utiliser en France dans l'accompagnement de type coaching, c'est venu comment? Comment t'expliques ce cheminement-là, de passer des travailleurs sociaux à l'accompagnement d'entreprise? La passerelle n'était pas évidente. Non, et au départ, c'était un hasard qui a créé ça. Michael White est venu enseigner en France pour la première fois en 2004 et il a été invité par une école de coach. Et du coup, l'approche narrative s'est retrouvée dans le monde du coaching, c'est-à-dire utilisée par des gens qui avaient assez peu d'activités thérapeutiques, mais des activités dans les organisations. Ça a eu plusieurs effets, cette affaire-là. Des effets positifs parce que ça a permis à cette approche de se trouver confronté à un nouveau contexte et de produire des tas de développements créatifs qui n'avaient jamais été envisagés en Australie par ses fondateurs qui étaient uniquement des thérapeutes. Et d'ailleurs, j'ai été invité plusieurs fois à enseigner le coaching en entreprise avec les idées narratives en Australie parce que ils savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Ils étaient très curieux sur ce type d'application. Ça, c'est l'effet positif. Et aujourd'hui, les choses se sont un petit peu codifiées. Il y a des formations. Certaines formations qui enseignent aux coachs comment travailler avec les idées narratives, au moins dans 2 des écoles que je connais. Il y a un livre qui existe, toujours chez Interédition, que j'ai préfacé, qui est un livre de Céline Bedel, intitulé Coacher avec l'approche narrative. Tout ça, c'est les effets positifs. L'effet négatif, quand même, c'est que les coachs, étant regardés avec une certaine méfiance par le reste du monde de l'accompagnement, ça n'a pas été évident de remettre l'approche narrative dans son écosystème naturel, qui est l'écosystème des travailleurs sociaux et des thérapeutes. Pour ces derniers, les coachs sont un peu des gens diaboliques qui sont au service du capital et qui n'ont que très peu de connaissances universitaires, mais qui facturent très cher. Ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort, même si le vrai coach narratif est déchiré par son éthique tout le temps. Il y a aussi des coachs qui facturent très cher et qui font plus alliance avec les directions d'entreprise qu'avec les clients, même si l'idéal, c'est de faire alliance avec le système. Mais c'est difficile lorsque le système est complètement dysfonctionnel. Et alors, comment c'est arrivé? Donc, l'approche narrative a été enseignée à des coachs, dont moi, à l'époque, très tôt, dans son arrivée en France, où j'étais tellement séduit, influencé, secoué par les idées narratives que je pouvais pas travailler autrement qu'avec ces idées-là. Mais en même temps, ça m'a aussi remis en question dans ma façon de faire du coaching parce que ça m'obligeait à déconstruire le processus de coaching et à être encore plus méta et à regarder le système dans lequel j'intervenais, dont j'étais un élément et la façon dont ce système-là me façonnait pour répondre à ses besoins. Et en même temps, la vocation de l'approche que je portais, l'approche narrative, qui a une vocation de justice sociale. Or, on peut pas dire que dans toutes les grandes entreprises, la justice sociale soit la préoccupation numéro 1, quoi. Donc, voilà pourquoi le coach narratif marche toujours sur un fil éthique pour rester lucide. Comme je dis dans le dernier livre, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ce que tu fais, quoi. Récemment, j'ai interviewé Jean Pagès sur l'Appreciative Inquiry. Et ça m'a surpris, c'est qu'effectivement, il y a plein d'approches qui viennent d'univers très différents, qui en France ont été accueillies et finalement pris en charge par des coachs qui cherchaient peut-être une approche, une méthode qui correspondait à leurs valeurs et sur lesquelles ils pouvaient développer leur pratique. D'abord, l'Appreciative Inquiry, c'est une branche du même arbre que l'approche narrative. C'est une autre branche de l'arbre systémique, sachant que dans l'approche narrative, il y a plein d'autres processus, d'autres sujets, d'autres métaphores. Je dirais que c'est un peu plus large à mon sens. Mais il y a aussi cette idée d'orientation-solution, cette idée de favoriser les histoires préférées. Moi, j'ai assisté à des formations sur l'Appreciative Inquiry en Australie en 2008 lors d'un congrès d'approche narrative. Il y a vraiment une forte proximité.
Et d'ailleurs, la communauté narrative francophone se réunit régulièrement avec la communauté appréciative francophone dans le cadre de ce qu'ils appellent des cousinades. C'est pour dire la proximité qu'on peut avoir en termes de posture. Alors, c'est vrai que pour les coachs, ces approches orientées solutions, ce sont des approches très efficaces et très facilement applicables en entreprise. Et surtout, leur caractéristique, c'est de s'intéresser non pas aux causes des problèmes, mais aux effets des problèmes. Dans la plupart des entreprises, une erreur courante, lorsqu'il y a un problème, consiste à rechercher la cause et à supprimer la cause. Ça marche pour une panne de moteur. Les pannes dans les systèmes humains, ce sont des pannes systémiques. Et donc, elles n'obéissent pas à une cause linéaire. Elles obéissent à des causes circulaires. C'est-à-dire que chaque élément du système voit une cause différente en fonction de l'endroit du système où il habite. Ce qui fait que ça marche pas du tout de chercher les causes. Ça ne fait que renforcer les problèmes en multipliant les causes et en épaississant les racines des problèmes. Ce qui marche très bien, par contre, c'est de chercher les effets des problèmes et d'essayer de diminuer les effets des problèmes. Et ça, c'est une chose que l'appréciative partage avec la narrative, c'est cette orientation solution. C'est assez singulier finalement que le coaching en France ait accueilli plein d'approches venant d'univers assez différents. Le trait commun, c'est quand même la caractéristique d'être fortement pragmatique et donc, ce que tu disais tout à l'heure, de l'appliquer assez facilement finalement à l'entreprise. Oui, parce que le coaching est un métier nouveau en France, donc très plastique, qui n'est pas ossifié autour de distinctions, de titres, de formations longues. Ce type de communauté a beaucoup plus de facilité à accueillir la nouveauté que des communautés beaucoup plus installées et en même temps dans des rituels qui expriment ses privilèges. Oui, l'aspect plastique du coaching qui permet de s'accoster avec plein d'approches, ça vient justement de sa jeunesse et donc d'accueillir des pratiques ou des approches qui peuvent être en complément de la posture de coach au fond. D'abord, oui, et également de l'histoire professionnelle de la plupart des coachs qui ont travaillé en entreprise et donc qui ont développé un certain pragmatisme dans leur travail en entreprise et que finalement, ce qui est bien, c'est ce qui marche. Est-ce que tu aurais un exemple de coaching narratif peut-être emblématique dont tu pourrais nous dire quelques mots? Je vais te raconter le coaching le plus court de ma vie. C'est une entreprise qui m'envoie un cadre de comité de direction en me disant qu'il faut le coacher sur l'assertivité et sur le leadership. Et donc, on fait une réunion tripartite, c'est-à-dire une réunion avec le DRH, la personne accompagnée et moi, où le DRH me dit que le coaché, Eric, donc, a certains problèmes d'assertivité et de leadership avec son équipe. Et quand je demande à Eric ce qu'il en pense, il reconnaît avoir certains problèmes d'assertivité et de leadership, mais qu'il remercie l'entreprise de lui donner la chance de faire un coaching et de s'améliorer sur ce plan-là. Je revois Eric tout seul pour sa première séance de coaching et je lui dis Eric, j'ai un aveu à te faire. Je ne sais pas ce que c'est que l'assertivité et que le leadership. Eric me regarde comme si j'étais un fou, en se demandant franchement, est-ce que c'est un escroc? Mais je rajoute, par contre, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu sais ce que c'est, puisque si je reprends mes notes, je vois que tu as dit, j'ai un certain problème d'assertivité et de leadership, et grâce au coaching, je vais pouvoir m'améliorer. Donc, il suffit que tu m'expliques simplement ce que tu veux dire par assertivité et leadership, et on va pouvoir travailler là-dessus. Et Eric me dit, mais j'en ai pas la moindre idée non plus, mais ils auraient pu me virer, et en fait, à la place, ils financent un coaching, donc ça veut dire qu'ils croient en mon potentiel. Voilà, donc s'il faut faire de l'assertivité, du leadership, moi je fais ce qu'il faut pour progresser professionnellement. Et donc on se retrouve tous les deux comme des idiots à devoir faire une mission de coaching sur l'assertivité et le leadership sans trop savoir ce que c'est. Je lui demande, mais quand est-ce que ça a commencé cette histoire? Il me dit, ça a commencé au moment du savings plan de l'année dernière. Je lui dis, stop Eric, savings plan, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne parle pas anglais, je suis un coach à petit budget. Il me regarde encore une fois comme si j'étais un débile mental. Alors ça, c'est évidemment fait exprès pour casser toute idée d'expertise. Dans la représentation que Eric a de moi, je cherche vraiment à pulvériser toute tentation de me mettre sur un piédestal comme si je savais des choses qu'il ne sait pas. Donc là, ça a plutôt bien réussi, je dois dire. Il me dit, il y a eu un plan d'économie et dans chaque équipe, nous devions désigner 2 personnes qui devaient quitter l'entreprise pour faire des économies de masse salariale. C'est très courant dans les grands groupes financiers. Ça permet de faire monter le cours de bourse. Je dis à Eric, bon, ok, tu devais désigner donc 2 membres de ton équipe qui devaient quitter l'équipe pour faire des économies de masse salariale, c'est ça? Il me dit oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai refusé de le faire.
Comment ça, tu as refusé de le faire? Eh bien oui, j'ai refusé de le faire parce que, et puis alors il commence à m'expliquer, ça aurait été injuste parce que ce sont des gens qui n'ont rien fait de mal, qui font des barbecues parfois ensemble le samedi avec les épouses. Donc ils se voyaient pas du tout dire à ces gens-là, bah voilà, tu dois te barrer de l'entreprise. Il me répète plusieurs fois, mais ça aurait été totalement injuste, je pouvais pas faire ça. Et donc je lui dis, et ça c'est très narratif parce que c'est le moment où on va proposer une renégociation identitaire. On a une identité dégradée qui est celle de mauvais manager. Et donc je lui dis, bah Eric, je crois que je comprends un truc, c'est qu'en fait l'entreprise t'a présenté à moi comme un mauvais manager qui manquait d'assertivité, de leadership. Mais en fait, est-ce que tu ne serais pas plutôt un amoureux de la justice? Et là, je le vois sourire et me dire, mais c'est exactement ça, amoureux de la justice, ça me définit très bien. Tu vois, là, on échange une identité dégradée de mauvais manager contre une identité regradée d'amoureux de la justice. Et à partir de cette identité regradée et préférée, ensuite, le travail va consister à épaissir cette identité, c'est-à-dire à la documenter, à créer un récit aussi riche que possible par rapport à cette notion d'identité d'amoureux de la justice. Le but étant de la dévoiler plus, de la révéler alors qu'elle existe de façon un peu souterraine. Elle a été enterrée par ce discours dominant de mauvais manager. Quand je propose amoureux de la justice, je pourrais me planter. Il pourrait me dire non, c'est pas ça du tout et on chercherait autre chose. Là, bon, ça tape juste parce que il me parle avec indignation de l'injustice qui aurait consisté à virer ses collègues sans qu'ils aient rien fait de mal. Donc, je lui propose de se redéfinir comme amoureux de la justice. C'est une définition identitaire poétique parce que amoureux, et donc il accepte cette définition. Et donc ensuite, mon travail va consister à documenter cette définition pour l'épaissir le plus possible, parce que plus cette définition-là est épaisse, plus la définition mauvais manager elle va se rétrécir. Hein. Et alors je lui demande, raconte-moi ta première rencontre avec la justice. Et puis il commence à me parler de son père, en me disant, bah mon père était médecin de campagne, faisait pas payer les gens quand ils avaient pas les moyens. Des fois, les gens lui donnaient 3 salades, un lapin, il les soignait comme ça. Et puis, il commence à me raconter plein d'histoires sur son père au sujet de la justice. Et il se met à pleurer, et moi aussi. L'approche narrative est une approche où le thérapeute ou le coach est un être de chair et de sang et d'émotions qui a le droit de vibrer de ses propres émotions au contact du client. Et il me dit, quand mon père est mort, le maire est venu à la tête d'une délégation du conseil municipal et ils nous ont demandé l'autorisation de rebaptiser notre rue et de l'appeler rue du docteur machin. Donc, vous deviez être incroyablement fiers. Il dit oui, on était incroyablement fiers. Et on termine comme ça en pleurant tous les deux et on se dit à la prochaine fois. Voilà, une séance narrative typique. La semaine suivante, Eric revient et me dit « Je suis venu te remercier pour ton coaching ». Alors je lui dis « Bah attends, j'ai vendu 10 séances, donc là c'est que la deuxième ». Il me dit « Non, 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 j'ai démissionné ». Notre discussion de la dernière fois m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis souvenu de ce qui était important pour moi et je ne peux pas travailler dans une boîte qui me demande de tordre mes valeurs à un tel point. C'est pas bon pour moi. Donc j'ai démissionné et qu'est-ce que je me sens bien. Donc voilà la mission de coaching la plus courte de ma vie, qui était une mission gratuite puisque quand j'ai envoyé ma facture à l'entreprise, évidemment, j'ai eu un petit coup de fil du DRH qui m'a dit on vous l'a envoyé pour qu'il soit meilleur manager, on vous l'a pas envoyé pour qu'il s'en aille. Donc j'ai bien essayé de lui dire claquer sa démission en termes d'assertivité quand même c'est pas mal. Mais bon, ça n'a pas marché. J'ai perdu ce client-là. Dans le triangle amoureux que forme le patron opérationnel, le coaché et le coach, il y a plusieurs récits. Il y a un récit de l'entreprise, il y a un récit du coaché, il y a un récit du coach. Et souvent, il y a un implicite. Le récit du payeur, il est plus vrai que les autres parce qu'il est accompagné par de l'argent, par des honoraires. C'est important de rester vigilant là-dessus. Pour un coach, travailler avec les idées narratives, c'est assez compliqué sur le plan éthique. D'ailleurs, nous avons produit il y a quelques années une charte éthique des idées narratives dans le monde de l'entreprise. C'est la seule charte professionnelle où il n'y a que des questions que le praticien est invité à se poser ou à se faire poser par son superviseur ou par un collègue. Ce que je te propose maintenant, Pierre, c'est de passer au deuxième livre. Le deuxième livre s'appelle Manager tout un art, 50 conseils d'un vieux guerrier pour trouver ta voie, sorti chez Interédition en 2020. C'est la synthèse de plusieurs chroniques dans le magazine Management. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai travaillé pour le magazine Management pendant 4 ou 5 ans. Chaque mois, je publiais une chronique qui s'appelait Conseil d'un vieux guerrier.
Et ces 5 ans de chronique dont j'ai repris les meilleurs, en les étoffant, et en particulier, j'ai rajouté des exercices personnels à faire pour s'approprier un peu la chronique en fonction du contexte du lecteur, avec une petite scénarisation médiévale, avec l'archer, le chevalier, le sage, le magicien, pour créer des thèmes ou des sous-thèmes à l'intérieur du livre. Et les chroniques de management, ce sont les histoires de mes clients. C'est-à-dire que toutes ces chroniques, elles viennent de sessions de coaching où les clients me racontent des histoires vraies. C'est des choses que j'ai pu observer pendant mon travail de terrain, de coach, d'organisation dans les entreprises. Par exemple, il y a l'idée que dans les grandes entreprises, le sport favori des cadres, c'est d'essayer d'obtenir la voiture de fonction immédiatement au-dessus de la catégorie à laquelle ils ont droit normalement. Alors finalement, Pierre, qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les écoles de management et qui fait le sel de ce livre? On n'apprend pas du tout à bullshiter dans les écoles de management. C'est-à-dire cette espèce de novlangue des entreprises où la personne va parler 10 minutes avec toujours un peu les mêmes mots et ça ne veut rien dire. On n'apprend pas les jeux de pouvoir, on n'apprend pas les petits arrangements politiques, on n'apprend pas que plus les personnes s'élèvent dans le monde du pouvoir, moins ils deviennent compétents techniquement. Toutes ces notions-là s'apprennent sur le terrain. Des jeunes managers qui sont dans leur premier comité de direction qui me disent « Mais Pierre, je ne comprends rien, le comité de direction, on ne fait rien, on ne dit rien, ça ne sert à rien et ça prend la matinée, quoi. » Et je leur dis « Mais t'as pris des notes ?» Ils me disent « Oui, oui, j'ai tout noté. » Je leur dis « C'est parce que t'as noté, que t'as pas vu. Lève le nez du cahier, regarde les yeux. » Parce que dans le comité de direction, les jeux de pouvoir, ils se font avec les yeux. Les mots sont là pour amortir. Il n'y a pas grand-chose qui se dit, mais par contre, les jeux de pouvoir se font à travers les appels de phare qui passent par le regard. C'est un tas de petits trucs comme ça qui font que le livre est marrant. Oui, et il a une dimension très pratico-pratique. Il y a beaucoup de traits d'humour, il y a des conseils concrets, il y a des portraits. Il faut aussi parler des dessins qui sont superbes. De Caroline Tsiang. Je me suis demandé si finalement la volonté, c'était pas de rendre accessible par ce livre ce qu'est le management réellement, au-delà des théories, mais d'utiliser les retours d'expérience pour donner des règles de base. En tout cas, on apprend plus à travers les retours d'expérience qu'à travers les théories. On appréhende les théories avec une partie de notre cerveau qui ne sert à rien sous stress. Par contre, on a toujours accès aux histoires sous stress. Le mode opératoire d'un récit, un peu drôle et émotionnel, est beaucoup plus efficace sur l'apprentissage de n'importe quelle technique humaine. Finalement, c'était une manière aussi de remettre du bon sens populaire à travers ce qu'on a dans l'inconscient collectif, de connaissance de ce que pouvait être le Moyen-Âge, par exemple, ou une cour royale, dans cette invitation que tu fais à décortiquer ce qu'est le management au quotidien aujourd'hui, quoi. Je crois que j'ai beaucoup fait ça, remettre du bon sens dans les différents sujets que j'ai pu aborder au cours de ma carrière. Et j'emboîte le pas à Michael White, qui a écrit un article célèbre qui s'appelle La psychologie populaire. Il parle de ça. Est-ce qu'il y a des changements majeurs en matière de management suite à la crise sanitaire? Oui, je crois qu'il y a un avant et un après sur le management. C'est qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'aller travailler et que c'était possible de travailler de chez soi. Avant le confinement, quand même, je te rappelle que le télétravail, c'était impossible. Il y avait peut-être 3% des entreprises qui avaient recours au télétravail. Et dès qu'on parlait du télétravail, c'était des problèmes infinis entre les partenaires sociaux, les directions d'entreprise. Et au moment du confinement, en une semaine, c'était plié. Ça fait réfléchir quand même. Ça redéfinit des modes de management plus participatifs ou en tout cas plus conviviaux si on voulait manager à distance des personnes qui étaient confinées. Et après, on voit une génération de millennials qui ont des réflexes, des motivations, des représentations de l'entreprise qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Pour nous, la génération des vieux, la directive du chef était sacrée. Ça a totalement disparu. Aujourd'hui, des dirigeants qui ont été élevés et nourris dans cette culture-là sont totalement désemparés et déboussolés quand il s'agit de manager des jeunes millennials qui n'ont pas tant envie que ça de travailler, qui reconnaissent pas la sacralité de la vie professionnelle et de la progression professionnelle. Et pour qui l'autorité n'est pas du tout acquise. Alors, en tout cas, ce livre, vraiment, je le recommande. Il est vraiment très, très chouette. Et je propose que nous parlions d'un troisième livre qui est sorti très récemment, qui s'appelle Comment rétrécir un dragon sans se brûler les sourcils, l'art de poser les questions puissantes en coaching et en thérapie narrative. Toujours édité chez Inter Éditions. Pourquoi avoir choisi ce titre aussi évocateur qu'énigmatique ? D'abord, il faut dire qu'il a été coécrit par Véronique Blou-Charmant, qui est une collègue et amie, et qui est la directrice d'une école en Belgique, qui s'appelle le Laboratoire Narratif.
Alors je le dis parce que sans elle, le livre n'existerait pas, puisque j'ai amélioré, disons, une technique d'affûtage de questions qui a été créée par David Epstein en Nouvelle-Zélande et qu'il a enseigné un peu dans le monde entier. J'ai été formé avec David à cette technique-là, d'affûtage de questions, de construction de questions puissantes et poétiques, que j'ai commencé à pratiquer en France et que j'ai un petit peu bricolé pour l'adapter au contexte français. Et j'ai pas mal donné de séminaires là-dessus à la Fabrique narrative et au laboratoire narratif, qui est l'école de Blue. Et Blue a eu la bonne idée d'enregistrer ces séminaires et de me dire, faut en faire un livre. La jeunesse de ce livre, ce sont les séminaires belges que j'ai donnés ces 3 dernières années au labo narratif. Alors, pourquoi le titre? Que ce titre ait passé les fourches codines des commerciaux de l'éditeur est un véritable miracle. Alors, le titre original, c'était Comment rétrécir un dragon sans se brûler les moustaches. Mais c'était un peu genré. Des collègues féminines m'ont fait remarquer à juste titre qu'il y avait 70% de femmes dans la profession de coach et thérapeute narratif, et que donc les moustaches étaient pas si répandues que ça, d'où les sourcils qui ont remplacé les moustaches. L'idée, c'est que les problèmes sont comparables à des dragons qui viennent intervenir dans la vie des clients, qu'ils sont gros parce que ces problèmes, ce sont des histoires de problèmes qui sont des histoires dominantes, et elles sont très grosses parce que le client les voit de très près et les côtoie tous les jours, et elles sont devenues les principales histoires dans la vie du client, et que le travail du thérapeute narratif ou du coach narratif consiste à les rétrécir à la lumière et en comparaison d'autres histoires qui sont les histoires préférées qu'on va ressusciter, épaissir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc le rétrécissement de dragon, c'est une métaphore tout à fait pertinente pour parler du processus d'intervention narratif. Mais les dragons, ils ont plus d'un tour dans leur sac, et en particulier, ils crachent du feu, et ils peuvent aussi brûler les moustaches ou les sourcils de l'intervenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une histoire de problème d'un client, elle peut très bien nous recruter, entre guillemets, et faire la jonction avec nos propres histoires de problèmes, parce que le thérapeute, le coach, c'est un humain qui a son passé, son expérience, ses propres histoires dominantes, et parfois, ça s'accroche, ça se coince. C'est à ça que sert la supervision d'ailleurs, c'est à décoincer quand les histoires dominantes du client viennent chatouiller les histoires dominantes du coach. C'est là qu'il se fait brûler les sourcils. Comment tu définirais une question puissante pour un coach? Une question puissante, c'est une question que le client souvent ne s'est jamais posée, et il l'emmène tellement loin que cette question-là peut ouvrir des portes insoupçonnées dans sa vie et faire une différence fondamentale dans sa vision du monde. Ça, c'est une question puissante. C'est à partir d'une petite question, gros effet en cascade dans la vie du client. Et alors, quels en sont les ingrédients de base, selon toi? Les ingrédients de base, c'est que le client ne se la soit jamais posé, c'est qu'elle ait une intention claire, c'est qu'elle ait une formulation qui retraduise fidèlement son intention, c'est qu'elle soit émotionnelle si possible. C'est pour ça que je parle de questions poétiques, parce que la réalité de notre enracinement identitaire, elle est émotionnelle. Donc lorsqu'on travaille sur l'identité, on travaille pas avec son mental, on travaille avec l'émotion, avec le corps, avec le ressenti. Les bonnes questions, ce sont des questions qui font rire, ce sont des questions qui font pleurer, qui provoquent des émotions. Ce que dit David Epstein aussi, c'est qu'on reconnaît une bonne question parce qu'elle donne la chair de poule. C'est la compétence indispensable. Elle est fondamentale puisque tout ce que nous avons, ce sont nos questions. Je me souviens avoir fait des séminaires de 3 jours, de 4 jours avec David Epstein sur le thème « Qu'est-ce qu'une bonne question ?» Un coach narratif n'a aucune expertise. Il n'a aucune expertise parce que l'expert de la vie du client, c'est le client. Le coach va s'interdire d'expliquer au client comment il est et de définir son identité de l'extérieur. Il va plutôt lui proposer de faire émerger cette identité, c'est-à-dire ses valeurs, ses espoirs, ses rêves, ce qui est important pour lui, ses engagements. Toutes ces catégories-là de l'identité, il va les faire émerger à travers ces questions. Donc oui, c'est hyper important pour un coach narratif de savoir poser des bonnes questions. Et alors, est-ce que c'est un long apprentissage? Faut en faire beaucoup pour apprendre à poser des bonnes questions. Faut en poser plein, notamment des mauvaises. C'est comme n'importe quelle forme d'art. La conversation narrative, c'est une forme d'art. Comme la musique, comme la danse, comme toutes les autres formes d'art, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de technique et beaucoup de précision.
C'est pas un travail théorique énorme, il y a peut-être 80 pages de théorie, c'est que dalle, et encore c'est plein d'exemples, d'histoires. Mais ce qui est important, c'est de lire les questions des autres, c'est d'essayer de rester proche de son intention et de garder la vie du client au centre, de garder sa posture et sa curiosité intacte. Et puis c'est d'y aller, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant. Ce que je demande aussi souvent aux stagiaires, c'est d'enregistrer leur séance et ensuite de se faire une petite autocritique ou une critique avec leur superviseur des questions qu'ils ont posées pour pouvoir les améliorer. C'est pour ça que dans le livre, il y a une grande partie qui est consacrée à des vraies questions posées par des vrais stagiaires et puis que j'ai un petit peu corrigé par la suite pour apprendre toujours pareil par l'exemple. Ok, bah écoute, je te propose de passer à l'étape d'après, qui est un jeu qui me donne un numéro entre 1 et 31 et qui correspond à des questions que tu n'as pas du tout eues à l'avance. D'accord, eh bien je te propose le numéro 7. Alors, qu'est-ce que la vie t'a récemment appris et qui t'a surpris? Ah, très bien. Mon expérience la plus surprenante de ces dernières années, c'est d'être devenu grand-père. J'ai 4 enfants, ma femme a 3 enfants de son côté. La famille, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Le fait d'être père était vraiment une migration identitaire, c'est-à-dire passer d'un modèle à un autre. Je pensais pas que être grand-père, ça allait être une nouvelle migration identitaire tout aussi puissante, tout aussi forte et complètement différente. Et que ça allait avoir des effets dans tous les secteurs de ma vie et reconfigurer autant de choses. Cette identité de grand-père occupe une très grande place dans ma vie. Ouais, puis j'imagine que tes compétences narratives et ton appétence pour les histoires doivent être bien utiles. Évidemment, et puis quand on est parent, on voit pas les mêmes choses que quand on est grand-parent. Quand on est grand-parent, on a que ça à foutre, de les regarder, de les voir, pas d'inquiétude parce que on sait qu'un jour ils seront propres, qu'un jour ils marcheront, qu'un jour ils parleront, donc voilà, il y a aucune angoisse, aucune inquiétude à ce sujet, et donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de les regarder vivre. C'est un émerveillement et une leçon et un cadeau permanent de regarder vivre un petit enfant de 2 ans ou de 3 ans. Bah écoute, je te propose de m'indiquer un autre numéro. Très As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching? Et si oui, quelle en a été la raison? Très très souvent, et je pense qu'un coach qui répondrait non à cette question, c'est soit un menteur, soit une bombe atomique qui s'ignore tellement il est dangereux, quoi. Oui, bien sûr, j'ai raté plein de séances de coaching. Alors, si je devais faire des catégories de raisons, il y a des moments où j'étais trop émotionnel et par rapport à ma propre histoire, où j'étais trop collé à mon histoire et donc où j'ai perdu un peu ma posture. Il y a des moments où je m'emmerdais. La séance était mollassonne et où il se passait rien et où j'ai pas eu le courage de dire au client là je m'emmerde. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a eu d'autres moments où j'étais la truffe au ras du sol, tu vois. J'étais trop influencé par mon hypothèse pour être dans une écoute. J'avais tendance à faire des inférences. Parfois, ça a pu m'arriver d'aller trop vite à la conclusion, de rater des étapes. J'ai énormément de variétés de façons de rater mes séances de coaching. Et j'en ai plein d'autres, si tu veux. C'est intéressant aussi d'oser le dire parce qu'il y a beaucoup de coachs juniors qui ont l'impression que leurs aînés ne font jamais d'erreur, quoi. C'est des conneries, ça. Les gens mentent beaucoup. Quand on lit des séances de coaching dans les livres des professionnels de la profession, elles sont toujours réécrites, hein. Elles sont parfaites parce qu'elles ont été réécrites. Ah, elles sont toujours parfaites. La question arrive au moment idéal, etc. Mais bon, c'est facile quand on est dans l'après-coup. Tout le monde rate plein de trucs. Moi, j'ai plus vraiment d'enjeux, tu vois. Je suis à la retraite, je fais beaucoup de musique, beaucoup d'écriture et un peu de supervision. J'ai pas d'enjeu, non seulement à reconnaître que je me suis trompé, mais à reconnaître que mais tout le monde se trompe. Faut pas avoir peur de ça. Si on n'accepte pas qu'on s'est trompé, là, ça peut être grave. Mais si on accepte qu'on s'est trompé, on a l'occasion d'apprendre quelque chose. Et ce qui est bien, c'est d'apprendre quelque chose à travers le fait de s'être trompé. Mais pour pouvoir apprendre quelque chose, faut pouvoir se dire, ah bah oui, là, je me suis bien planté. Et survivre à la petite vexation d'amour-propre. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. Voilà, ça arrondit les angles un petit peu avec soi-même, quoi. Est-ce que tu veux bien me donner un autre petit numéro, puis après on passera à la question musicale? Le 17? Alors, entre préparation et improvisation, où se situe le plus ta pratique du coaching? Ah bah, 100% dans l'improvisation. Par exemple, dans les séminaires d'entreprise, souvent, le donneur d'ordre te demande de fournir un programme. Ça veut dire quels exercices, quelles vont être les phases, etc. Ça fait un peu comme un vêtement de prêt-à-porter.
T'arrives avec un programme, mais tu sais absolument pas qu'est-ce qui va traverser le groupe au moment où tu vas te réunir avec lui. Et donc, dans les séminaires de comité de direction ou d'entreprise, ce qui est assez difficile à vendre, je dois dire, c'est que moi, j'arrive sans programme. J'ai une boîte à outils qui est super bien remplie, avec la capacité d'inventer des choses. J'ai un point de départ. Je vais proposer un exercice, par exemple. J'ai beaucoup fait en ouverture de séminaire Harry Potter, où j'apportais une baguette magique, une cape et un chapeau. Je demandais à chaque personne d'effectuer 3 sortilèges. Premier sortilège, c'était pour faire apparaître des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire apparaître dans leur équipe? Le deuxième sortilège, c'était pour faire disparaître des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire disparaître dans leur équipe? Et le troisième sortilège, c'était pour transformer des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils aimeraient transformer dans leur équipe? Et donc, chacun revêtait le manteau, le chapeau et prenait la baguette. Bon, je partais d'un truc comme ça. Et à partir de là, je construisais avec eux en temps réel le séminaire. Et ça peut s'appeler de l'improvisation. On vit dans une culture où la préparation est valorisée et l'improvisation est un peu dévalorisée. Voilà. L'improvisation, c'est le truc des cancres qui font pas leur devoir à l'avance. Il y a une espèce de stigmatisation sociale de l'improvisateur par rapport au préparateur soigneux qui arrive en ayant fait tous ses devoirs. Je n'y crois absolument pas. Je pense que les meilleurs séminaires, ce sont des séminaires où on se surprend. Et pour ça, il faut pas avoir une trame d'exercices qu'on va faire à toute vitesse. En plus, souvent, les coachs, ils en mettent trop des exercices. Donc, les groupes ont pas le temps de faire les exercices. Donc, on les arrête au milieu en disant, allez, faut avancer, on passe à l'exercice suivant. Ça fait des séminaires qui sont super stressants pour l'animateur et super inutiles pour le groupe parce qu'il a l'impression d'être baladé d'un truc à l'autre et finalement, ils en retiennent rien du tout ou alors le fait d'avoir bien bouffé dans un château forme, quoi. Donc, je suis résolument en faveur de l'improvisation. Peut-être une dernière question. Le 9, C'est quoi la fonction du silence dans le coaching narratif? c'est une toile de fond qui permet aux clients d'élaborer des vraies réponses. Les jeunes coachs ont souvent peur du silence. C'est-à-dire qu'ils vont poser une question, le client va pas répondre parce qu'il a besoin d'y réfléchir, parce que les bonnes questions narratives sont des questions auxquelles le client n'a jamais réfléchi. Les questions auxquelles on répond instantanément, voilà, c'est des questions qu'on a déjà visitées. C'est pas très intéressant. La vraie question narrative, c'est une question à laquelle le client n'a pas la réponse. Il va devoir aller fabriquer sa réponse. Et ça prend un peu de temps. Et pendant ce temps-là, il dit rien. Il est là en silence, un peu en arrière sur sa chaise, il a son processeur qui tourne là. Et souvent, le jeune coach, qui est plein de bonnes intentions, il se dit « Oh merde, j'ai posé une question trop difficile, je le mets en échec ». Et donc, il va casser la réflexion de son client en empilant une deuxième question par-dessus et il va l'interrompre en plein milieu d'un processus très intéressant de réflexion pour briser le silence, pour se sentir plus à l'aise. Alors, il faut dire que culturellement, le bon élève, celui qui est valorisé depuis l'enfance, c'est celui qui a la réponse à la question. Parce que, évidemment, à toute question, il y a une réponse. Or, aux questions narratives, il y a pas de bonne réponse. Il y a des milliards de réponses possibles et des réponses qui sont ardues, qui sont complexes et qui prennent du temps. Donc cette fonction du silence, elle est essentielle et une des capacités que j'ai pas mentionné tout à l'heure d'un bon coach ou thérapeute narratif, c'est de savoir simplement rester avec l'autre en silence et exister en silence sans intention autre que d'attendre que le client ait fini son processus de réflexion. Alors, pour faire une transition vers la suite de l'entretien, je te propose une pause musicale. Alors, entre 32 et 33 qui correspondent à des choix musicaux que tu m'as donnés à l'avance. Où va ta préférence? 33, c'est la Gironde. Je te propose d'écouter à présent à quoi correspond ce numéro. Bah ouais. Les Shadocks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Au début, les Shadocks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadocks pondent des œufs en fer. Il y en a de 2 sortes, les œufs avec les pieds en bas et les œufs avec les pieds en haut. Ces œufs-là, on les envoie de l'autre côté de la planète. Les Shadocks sont excessivement méchants. Chaque fois qu'ils essaient d'aller sur la Terre avec leurs petites ailes, évidemment ça rate.
les Shadok et les Gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller vivre sur la Terre. Les Gibis étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très, très intelligents. Alors, il s'agit de la voix de l'acteur français Claude Pieplu dans le programme Les Shadok, un dessin animé de télévision française à la fin des années 60. Pourquoi ce choix, Pierre? Ah, j'ai adoré les Shadok. D'abord, ça fait partie de mon histoire. Et c'est une rupture, les Shadok, parce que jusque-là, les dessins animés que je regardais, c'était des trucs pour enfants, plein de bons sentiments. Et les Shadok, c'était grinçant, c'était irrespectueux. Les Shadok, c'était déjà un regard narratif, un regard de déconstruction sur l'espèce humaine, tu vois. Des années après, dans l'entreprise, il y a toujours des devises Shadok qui s'adaptent parfaitement aux entreprises, tu vois. Du genre, mieux vaut continuer à pomper en sachant qu'il ne se passe rien, plutôt que d'arrêter et de prendre le risque que ça change. Ce dessin animé, il me parlait pas comme un enfant, mais comme quelqu'un d'intelligent qui pouvait apprécier la finesse de ce qui était proposé là, de cette métaphore-là. Ensuite, la voix de Claude Pieplu est extraordinaire. Et puis voilà, c'est toute une époque aussi. Moi, j'ai grandi là-dedans. J'étais un peu trop petit pour faire la Révolution. J'avais 8 ans, mais 68, mais c'est pas passé loin, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que l'école était fermée. On courait dans la rue en criant allez les étudiants. On avait une espèce de vision très tronquée. Mais pour moi, en tout cas, dans ma vie, ça a énormément marqué. Ces idées de mai 68 et ensuite des années 70, ça a énormément marqué. Moi, je pense que je suis resté collé d'ailleurs un peu. C'est vrai qu'il y a une dimension très surréaliste, voire kafkaïen dans certains épisodes des Shadok. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de 200 épisodes. Est-ce que finalement, les Shadok, c'est pas un peu aussi l'approche narrative? C'est-à-dire un regard un peu décalé? Bien sûr, bien sûr. Le regard qui est proposé par les Shadok, c'est un regard qui est à la fois décalé, poétique, drôle et incisif. C'est-à-dire que sous ce côté métaphorique, poétique, rigolo, il y a quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement puissant dans la déconstruction des processus sociaux qui sont décrits. Il y a un regard décalé, mais aussi un regard critique qui peut être parfois acerbe, mais qui est souvent caustique et très drôle. Oui, oui. Et puis il y a les Gibis qui sont des gens sérieux. Et puis, ce qui m'a aussi amusé en lisant la presse de l'époque, c'est que ça laissait personne indifférent. Il y avait vraiment les gens qui adoraient, les gens qui détestaient absolument. C'est peut-être aussi ça qui est assez singulier. Et je me demande si on peut pas faire aussi un parallèle avec l'approche narrative. Il y a des gens qui sont absolument fans et d'autres qui semblent un peu épidermiques. Ouais, c'est vrai. La plupart des gens qui se forment à l'approche narrative sont vraiment à l'aise dans le texte, à l'aise dans la métaphore, et ils ont l'impression d'en avoir fait toute leur vie et de trouver enfin les mots pour le dire. Certaines entreprises, quand je leur disais je vais venir faire de la poésie d'entreprise, parce que j'écrivais des poèmes d'entreprise, des chansons aussi pour exprimer des choses, des histoires préférées des équipes et des communautés, il y a des entreprises qui sont allergiques à ça. Toutes les entreprises qui sont dans le contrôle ont peur de ce côté improvisateur et de ce côté donner le pouvoir aux équipes. Dans certaines cultures d'entreprise, ça passe pas du tout. Oui, pour certains, c'est pas rationnel et que c'est dangereux parce que pas cadré, quoi. C'est vachement cadré, mais c'est absolument pas rationnel. C'est aussi peu rationnel que peut l'être un être humain. La notion de rationalité dans la décision d'entreprise, c'est une fiction absolue. Un comité de direction d'entreprise est exactement aussi rationnel qu'une cour de récréation. Ni plus ni moins. Et c'est bien pour ça qu'ils ont peut-être besoin d'être rassurés parfois Et voilà. par des accompagnants qui leur proposent des modèles bien structurés avec des cases, avec... Exactement, c'est pour ça que McKinsey a fait fortune. Alors, je te propose l'interview rétrospective. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier, Pierre? C'est un accompagnement collectif à l'URSSAF d'Aquitaine. Lorsque l'URSSAF a réintégré le RSI après la première élection de Macron qui a flingué le RSI à bout portant, le RSI qui était une structure de sécurité sociale pour les indépendants, et ils ont été réintégrés à l'URSSAF. Il y avait forcément une espèce de guerre ouverte entre les agents de l'URSSAF et les agents du RSI. Les uns se sentant humiliés et les autres se sentant pas du tout prêts à les accueillir. J'ai fait une mission de réconciliation auprès de l'URSSAF d'Aquitaine où je leur ai proposé de créer un atelier d'écriture pour écrire tout ce qui leur arrivait sous forme de conte médiéval et d'écrire ensemble un début et de faire coécrire la suite par l'ensemble des managers.
Ce conte médiéval a été une merveille, ça a très bien marché. 10 ans après, c'est encore affiché dans les bureaux des gens, tellement il y a eu un avant et un après. Et ils l'ont ensuite généralisé sous forme de pièces de théâtre avec un cabinet de théâtre d'entreprise à toutes les autres régions. C'est la mission dont je suis le plus fier parce que à la fois c'est une mission très très réussie et c'est une mission farouchement narrative parce qu'elle repose uniquement sur des pratiques littéraires. J'ai assisté à la lecture du conte puisque c'est moi qui l'aurais lu. Ça a eu un effet extraordinaire et ensuite quand on a coécrit la suite du conte en direct où les gens étaient réunis par petits groupes et produisaient des phrases et des idées, ils les envoyaient sur mon téléphone et moi je les intégrais au fur et à mesure en temps réel à la trame de la suite du conte. Et comme j'avais laissé mon téléphone allumé, chaque fois que je recevais une nouvelle idée, ça faisait ting et mon téléphone faisait ting 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 et chaque ting ça voulait dire qu'il y avait une expérience positive d'intégration qui s'était produite quelque part dans un coin de la région. Ouais, j'imagine un effet waouh, quoi. Ouais, c'était un moment assez extraordinaire. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné et ou supervisé un client? Une mission il y a quelques années dans une école de sage-femme. J'étais vraiment assez loin de ce truc-là et j'ai découvert ce que c'était que le métier de sage-femme à cette occasion, c'était à Besançon. Le thème était pas surprenant, c'était l'accompagnement d'une communauté confrontée à un suicide d'un de ses membres, ce que malheureusement j'ai beaucoup fait avec l'approche narrative qui est très adaptée pour faire ce travail-là. Mais par contre, le contexte d'école de sage-femme et de service d'obstétrique est extrêmement surprenant et c'est un métier formidablement complexe qui est le seul métier qu'on n'apprend pas dans les livres, hein. Et là aussi, on trouve une forte similarité avec ce que je pense du coaching, parce que c'est un métier qui s'apprend par un tour de main, et que les sages-femmes disent qu'elles ont des yeux au bout des doigts. J'aurais envie de dire par analogie qu'un coach, il doit avoir des yeux au bout des oreilles. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients ou tes élèves disent de toi? Ce que j'aime qu'ils disent de moi, parce qu'ils le disent, c'est que je leur ai donné des permissions. En leur disant qu'ils étaient capables de faire quelque chose, je leur ai permis d'être capables de le faire. C'est-à-dire que la seule chose souvent qui manque à un coach pour se lancer dans une nouvelle pratique ou dans une nouvelle aventure, c'est d'entendre qu'il y a quelqu'un qui croit en eux et qu'ils en sont capables. J'ai beaucoup fait ça. J'aime beaucoup entendre ça. J'aime beaucoup me dire que c'est ça que je laisse aux personnes dont j'ai croisé la route. Tu as reconnu en eux la puissance qu'ils avaient déjà. Voilà, exactement. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs? Ça, il y a très peu de chances que ça arrive. J'ai déjà refusé d'être président de la Fédération francophone des pratiques narratives. En imaginant que je sois président de la FFPN, quelle serait ma première décision? Je pense que ce qui serait ma première décision, ça serait quand même de remettre le projet politique de l'approche narrative au cœur un peu des choses, c'est-à-dire de se souvenir que l'approche narrative a été inventée dans un contexte de combat politique. Et que ça, malheureusement, en France, ça s'est un peu dissous du fait que cette approche a été pratiquée essentiellement par des coachs qui s'en foutent un peu de cette dimension-là. Mais tu vois, il y aurait un intérêt à ce que tu sois président. Tu pourrais remettre ça au cœur du système. Non, je laisse ça aux jeunes. J'aime pas les vieux qui s'accrochent en plus. Je trouve ça énervant. J'ai 6 petits-enfants magnifiques. J'ai 200 chansons au moins à enregistrer et à mixer, des bouquins à écrire. Franchement, la FFPN va très bien se passer de moi. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours? Je pense que j'aurais dû être plus ferme à certains moments, tu vois. Il y a un moment où j'ai monté un cabinet avec des gens qui étaient pas très honnêtes, qui étaient pas très corrects, pas très éthiques. Je me suis un peu laissé embringuer dans ce truc-là et ensuite je savais pas trop comment m'en dépêtrer, voilà. Un peu plus d'assertivité justement dans des situations de conflit, un peu plus de force à revendiquer ce à quoi j'ai droit, à poser mes limites, ça aurait pas fait de mal. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien? La passion, je pense. J'aime passionnément l'approche que je défends. Je crois en l'intelligence des personnes et des groupes, et aussi que la poésie n'est pas antinomique avec l'entreprise. Dans toutes les autres civilisations, la poésie n'était pas comme un loisir, mais comme quelque chose qui était vraiment au cœur de la cité et au cœur de la pensée. Passons sur le roman graphique qui est une BD documentaire sur la vie du Che, le titre étant Che, une vie révolutionnaire, de John Lee Anderson pour le scénario et José Hernandez pour le dessin, et c'est sorti aux éditions Vuibert.
C'est vraiment une rétrospective d'une partie de la vie du Che. Tout est dit d'entrée de jeu dans la préface du roman graphique par John Lee Anderson, qui explique que le Che est une icône moderne, c'est l'image la plus connue au monde, plus que celle d'Elvis, de Lionel Messi, de Lady Gaga ou de Mao Tse-tung. Et c'est vrai que ça permet aussi de voir la complexité de l'homme au-delà des portraits très orientés qu'on peut lire ici ou là. On a parlé de révolution aussi avec les Shadocks qui ont révolutionné le paysage audiovisuel français. Là, dans ce roman graphique, finalement, on parle plus de révolution d'une idée et aussi d'un personnage qui est inspirant pour des générations ensuite. Est-ce que c'est ça que tu souhaites pour l'approche narrative, qui aujourd'hui irrigue à la fois la dimension coaching, mais qui irrigue aussi la partie thérapie? Ce qui est intéressant dans l'histoire du Che, et où je peux faire un parallèle, c'est que il participe à la révolution à Cuba. Il se fâche plus ou moins avec Fidel Castro, Ernesto Guevara. Il va pas prendre un poste institutionnel. Il va aller faire la révolution ailleurs. Le Che, c'est quelqu'un qui va pas s'institutionnaliser. Il va continuer à rester fidèle à une idée qui est celle de la révolution prolétarienne. Il va continuer à essayer de la répandre. L'approche narrative, elle va se développer si elle est capable de rester fidèle à son ADN de base, qui est l'esprit d'aventure. C'est-à-dire ne pas se McDonaldiser, ne pas devenir une sorte de société à succursales où dans chaque succursale on fait les mêmes frites et les mêmes hamburgers, mais au contraire, restant fidèle à l'esprit d'aventure, se réinventer dans chacun des contextes thérapeutiques, travail social. Et donc, si je devais faire un parallèle, c'est plus celui-là. Est-ce que tu pourrais avoir peur finalement d'une sorte de dénaturisation de la philosophie, de ce qui est intrinsèque à l'approche narrative, d'utiliser l'approche narrative comme un gadget dans un accompagnement? Ouais. Enfin, peur, le mot est fort, mais c'est un risque, oui. Justement, lorsqu'une pratique se déconnecte de ses valeurs et de ses intentions initiales pour se concentrer sur ses outils, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive à toutes les pratiques. Une pratique thérapeutique ou une pratique d'accompagnement, en gros, elle a 30 ans de durée de vie. Alors, il y en a plein qui ont disparu. Le cimetière des nouvelles approches en management ou en thérapie, il est bien riche. Il y a des coachs qui utilisent les outils les plus évidents de l'approche narrative du type l'arbre de vie, qui font 2 jours de formation et qui ensuite disent « Ah, ça y est, je suis formé à l'approche narrative ». C'est un des outils qui illustre l'approche. Et c'est le plus pratique pour les coachs parce que c'est un truc qui s'applique assez facilement. On n'a pas besoin de trop réfléchir, tu vois. Quand on le fait bien, en étant relié aux racines et à la sève des pratiques narratives, c'est un travail qui a beaucoup plus de portée, beaucoup plus de puissance. Mais j'ai vu des gens qui le mettaient un peu à toutes les sauces parce que ça peut sembler facile à comprendre et facile à faire. Il y a un risque, surtout dans le monde des coachs, où il y a du pragmatisme, et le pragmatisme, il n'a pas que des avantages. Il y a ce risque, effectivement, de voir poser l'étiquette narrative sur plein de trucs qui n'ont rien à voir. Après, je suis pas là pour censurer, je suis pas là pour faire la police, tu sais. Il y a des gens qui ont déposé pratiques narratives à l'INPI, et moi, je me suis toujours battu contre ça. C'est pas une solution. Ce qui, à mon avis, peut fonctionner, c'est d'avoir des bonnes écoles avec des bons formateurs qui soient réellement formés, réellement supervisés, qui vont enseigner chacun à leur façon, avec son style, avec son propre talent, mais en étant rattachés à un corpus commun qui sont les véritables racines et le véritable ADN de cette approche. La plus pure expression de cet ADN, c'est l'esprit d'aventure. Est-ce que c'est aussi pour ça peut-être que tu remets souvent finalement l'intention des pratiques narratives quand elles étaient utilisées par des travailleurs sociaux, un projet politique? Un projet de justice sociale. La justice sociale est au cœur des pratiques narratives. Faut pas l'oublier. Si on l'oublie, on fait un contresens. C'est bien pour ça que ce serait ma première décision en tant que hypothétique président de la FFPN. Tu vas peut-être finir par y aller. Même pas en rêve. Alors à présent, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours. Et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. C'est pas facile de vivre ensemble. Le génocide est comme une ombre. Mais nous savons au fond du cœur comment combattre la douleur des survivants.
nos enfants. Nous savons garder nos distances, nous protéger de la souffrance. Alors, il s'agit d'une chanson écrite au Rwanda avec des collègues australiens et donc rwandais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être préciser que cette chanson, si j'ai bien compris, elle a été écrite par des survivants au génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Le génocide rwandais se déroule du 7 avril au 17 juillet 1994. Et fait 1 million de morts sur une population de 6 millions. Oui, donc c'est vraiment colossal. La plupart localisés dans la capitale Kigali, ce qui veut dire une vision à la Jérôme Bosch, quoi, une vision d'apocalypse. Donc un énorme traumatisme pour ce pays. L'approche narrative étant spécialisée dans l'accompagnement des traumas. Les fondateurs de Louis Center, qui est le centre créé par Michael White, interviennent depuis très longtemps avec les associations de survivants regroupées en fédération sous le nom de Ibuka. J'ai été invité en 2011 à participer d'une part à un groupe d'intervention où il y avait 18 nationalités différentes qui formaient des travailleurs sociaux rwandais qui s'appelaient des conseillers en trauma et qui travaillaient dans les villages avec les familles pour les aider à surmonter les conséquences et les effets de ce génocide. Mon rôle là-dedans, c'était d'écrire des chansons en français. Le français a été interdit depuis, eu égard au brillant comportement de nos militaires pendant l'opération Turquoise, qui a eu pour effet de mettre à l'abri ces vieux clients génocidaires pour des raisons commerciales et financières. La plupart des gens, quand même, à l'époque, parlant encore français. J'avais été invité par David Denborough, qui est un travailleur social et thérapeute australien et créateur notamment du narrative songwriting, de l'écriture de chansons narratives, à laquelle j'ai été formé il y a très longtemps par lui. J'étais invité à écrire des chansons à partir des expériences des survivants, à partir de toutes les techniques de résilience qui leur permettaient de continuer à vivre et à marcher la tête haute, malgré les conséquences du génocide qui avait eu lieu 18 ans avant. Pour cela, des groupes de survivants ont été interviewés. Comment faites-vous pour vivre au jour le jour malgré la grande ombre du génocide sur vos vies ? Il y avait un certain nombre des sagesses de vie, des techniques de résilience qui sont remontées. David Denborough a écrit à partir de ça un texte de 7 ou 8 pages en anglais. Et puis il m'a dit, vas-y, maintenant à toi de jouer, tu fais une chanson en français avec ça. Et donc j'avais la nuit pour faire ça, donc j'ai assez peu dormi cette nuit-là. Au matin, j'ai chanté cette chanson. Le personnel de l'hôtel s'était réuni derrière mon dos et écoutait ça avec des yeux comme des soucoupes. Et puis ensuite, j'ai chanté cette chanson au groupe, qui s'est mis à danser instantanément, à pleurer. Les collègues anglophones qui comprenaient pas ce qui se passait et les personnes qui étaient là disaient mais il parle de nous dans la chanson. Et puis une fois que j'ai fini, ils m'ont dit recommence. Et puis recommence et j'ai dû la chanter 4 ou 5 fois de suite. Il y avait un chanteur rwandais dans le groupe qui a appris la chanson et il y avait des femmes qui ont fait des chœurs et on est allé dans un studio à Kigali pour enregistrer, pour mixer cette chanson. Cette chanson-là, elle a été écoutée dans les commémorations liées au génocide. Elle est pas mal passée à la radio. C'est une histoire même inoubliable sur le plan à la fois musical, narratif, humain. C'est un des moments les plus intenses de mon activité de thérapeute narratif. Est-ce que c'est toujours possible d'accompagner et d'aider les personnes à transcender le vécu ou les traumas par une approche narrative ? Oui, c'est toujours possible, mais je dirais plutôt continuer à vivre malgré le trauma ou malgré les effets du trauma. Et pour ça, cette chanson, ça va être une technique de documentation qui va magnifier un certain nombre de pratiques et de sagesse de vie liées à des façons d'échapper aux effets d'un trauma tellement horrible qui pulvérise les identités sur plusieurs générations. C'est célébrer la résilience au service du vivant. Cette résilience, elle est alimentée par l'intelligence collective qui produit un tas de petites tactiques de résistance aux effets du trauma. Et ce sont ces petites tactiques de résistance qui sont minuscules et souvent invisibles que nous, on va recueillir et qu'on va mettre sous la loupe de la chanson.
La chanson agit comme un amplificateur parce qu'elle est musicale. La musique convoie évidemment de l'émotion, en plus d'avoir le sens des paroles, et puis parce qu'on peut chanter tous ensemble. Et puis elle voyage très bien. C'est très viral une chanson. Pour toutes ces raisons-là, les chansons narratives, ce sont de merveilleux instruments de documentation des histoires préférées. Pour catalyser et favoriser la résilience. Alors. Ouais, exactement. C'est aussi une chanson qui est extrêmement émotionnelle, hein. Ça prend au cœur, ça prend aux tripes. Alors, ce qui prend aux tripes aussi, c'est les arrangements. Et c'est la voix de Pierre Claver Irakotse. C'est lui-même un survivant quand il était enfant. Et c'est cette voix, cette scansion, cette façon de scander qui est magnifique. Et puis, ce qui prend aux tripes aussi, c'est le cœur. C'est ce qui fait de la chanson narrative une forme de documentation extrêmement puissante dans la mesure où notre cerveau, il perçoit la musique et il perçoit les chansons avec plusieurs parties à la fois, tu vois. C'est-à-dire pas seulement avec le cortex résonneur, mais également avec tout le système limbique, tout le système émotionnel. Et on se rend compte que dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, par exemple, de faire écouter de la musique aux personnes qui ont déjà perdu un certain nombre de processus cognitifs, ça permet vraiment de bien améliorer les choses dans la mesure où la musique est perçue très différemment, donc de façon émotionnelle. Et cette perception émotionnelle permet de toucher directement à l'identité. Est-ce que c'est pas au fond la dimension existentielle qui a été ta boussole, qui l'a été dans cet accompagnement-là et dans la création de cette chanson, qui était un peu la quintessence de tout ce que tu sentais dans la situation et avec les personnes que tu rencontrais. Mais globalement, depuis le début de l'entretien, il y a beaucoup ça, il me semble. Ouais, c'est possible. Je l'aurais pas mis ce mot-là, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça me semble intéressant, un peu comme un fil rouge. Comme un fil d'or qui t'a accompagné tout au long de ta carrière. Voilà, tout à fait. Alors Pierre, après 3h14 d'entretien, qu'est-ce que tu ressens ? D'abord, je te remercie pour tes questions, qui étaient des questions très propulsives pour moi. Et je me sens très juste dans la façon dont je t'ai répondu, dans une honnêteté intellectuelle vraiment très grande. Et donc, je me sens bien avec ce que j'ai dit. Avant de clore notre entretien, je te rappelle le titre des 3 livres dont nous avons parlé dans cet épisode. L'art de coacher, méthode, cas pratiques et outils. Le deuxième, c'est Manager tout un art, 50 conseils d'un vieux guerrier pour trouver ta voie. Et enfin, comment rétrécir un dragon sans se brûler les sourcils, l'art de poser les questions puissantes en coaching et en thérapie narrative, que tu as coécrit pour ce dernier avec Véronique Blou-Sherman. Les 3 livres étant édités par Interédition et le roman graphique évoqué chez Une vie révolutionnaire de José Hernandez et John Lee Anderson, sorti chez Vuibert. Merci Pierre d'avoir accepté cette invitation à retracer ton parcours de coach. Merci à toi David, c'était très intéressant. Nous continuons la route de nos parents pour nos enfants. Parcours de coach. Merci de votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Un coach à la une et Parcours de coach sur le site www.lemediadescoachs.com. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à savoir LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.